Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, comme toujours, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles, comment Oui, ça va? bonjour, ça va bien. Super. Alors, je trouve qu'on a eu une semaine un petit peu vide en actualité, mais enfin, on a eu quelques séquences quand même. Et je vais attaquer d'entrée de jeu avec, je pense, la séquence médiatique la plus choc de la semaine. C'était Éric Zemmour chez Morandini. Alors, Morandini faisait une émission un petit peu spéciale. Il n'était pas sur son plateau, il était directement avec Éric Zemmour à Drancy, sur place. Et donc pendant 1 heure et demie, Zemmour slalom entre plusieurs interventions. Donc il y a eu une séquence, je pense que c'était la séquence la plus remarquée. Il discutait avec une femme voilée en lui expliquant ce pourquoi. En fait, elle n'était pas voilée, elle s'est découvert la tête. Oui, oui, Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. oui, c'était un petit peu léger. Et il lui expliquait ce pourquoi, selon lui, elle violait la laïcité. Et on a eu une séquence donc d'1 minute où cette femme lui propose de retirer sa cravate. C'est-à-dire, elle lui dit, si vous retirez votre cravate, moi j'enlève mon voile. Et alors il le fait. Elle le fait en retour. Et donc ça a beaucoup, c'est un extrait qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Il y a eu des millions de vues sur tous les réseaux sociaux confondus. Est-ce que vous pensez que cette séquence globale est déjà culte? Je l'ai regardé, ce qui m'intéressait. Euh, c'est une séquence un peu curieuse parce que donc la jeune femme qui dit enlevez votre cravate et j'enlèverai mon, le machin qu'elle avait sur la tête, mais qui était d'ailleurs, elle se couvrait pas le visage. Hein, c'était pas. Oui, c'était Donc que les cheveux. en ce qui me concerne, si vous voulez, ce que les femmes peuvent foutre sur leur tête, ça m'est complètement égal. Hein. J'ai été dans des mariages et des choses comme ça où j'ai vu des trucs curieux sur les têtes. Où il y a quelques années, j'avais été invité quand j'étais à Londres, à Ascot, vous savez, qui est l'endroit où il faut courir des canassons, où la reine vient, c'est très chic. Et tout le monde, les femmes doivent avoir les chapeaux les plus extravagants possibles. Donc, les femmes se foutent des trucs sur la tête, ça me gêne pas beaucoup. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on voit plus leur visage, qu'on voit plus que leurs yeux. Ça me gêne. Donc, on voit même plus leurs yeux, alors quand elles ont des espèces de grillages, là, c'est encore plus affreux. Donc, elle me paraissait pas particulièrement une musulmane acharnée, parce que sinon, elle serait arrivée avec la burqa, le Oui, truc. oui, on n'était pas au bout du bout. On n'est pas au bout du bout, et dans ma famille, jusqu'il n'y a pas très longtemps, pas une femme ne rentrait dans une église sans avoir une mantille ou un foulard sur la Ouais. tête. Et, couvrir sa tête dans une église, c'était quelque chose qui était normal. Donc, si elles veulent se le couvrir elles se couvrent la tête quand elles sont dehors, ça me gêne pas, quoi. Donc, il me semble, la première des choses qu'il faut dire, c'est il y a voile et voile. Si c'est juste un truc qu'on se met sur la tête, une mantille, bah, moi, personnellement, les musulmans, ils font ce qu'ils veulent, ça me gêne pas. Si ça leur fait plaisir de sortir la tête couverte, ça me gêne pas du tout. Mais là, ce qui est inacceptable, c'est la chose qui cache le visage et empêche l'identification. Et en plus, si on croit en Dieu, on ne peut pas croire que Dieu ait fait des créatures qui ont vocation à ne pas être vues. Mhm. Ce serait... c'est un péché, quoi. C'est mon point de vue, c'est. C'est un péché. D'ailleurs, c'est que pensent tous les Français. Si il y a une jolie femme dans la rue, ils la regardent, quoi. Autrefois, ils lui faisaient part de leur admiration. Maintenant, on n'a plus le droit. Mais enfin, ça fait rien, ils la regardent quand même, quoi. Donc tout ça, ça fait partie de la civilisation gauloise, si j'ose dire. Donc elle me paraissait pas très en arrière de la civilisation gauloise, quoi. La deuxième question, est-ce que c'est un truc culte? Oui, parce qu'il s'est passé un phénomène curieux. Elle a enlevé, donc après un marchandage, elle a enlevé son voile, et apparemment sur les réseaux sociaux, elle se fait descendre en flammes. Absolument. Absolument, Et ça, c'est quand même assez inquiétant, parce que ça prouve à quel point cette religion, finalement, le masque, enfin le voile, est une façon de contraindre la femme. Et donc, c'est peut-être pas ce qu'il voulait, Zemmour, mais en tout cas, les gars qui soutiennent le voile et qui disent que les femmes le font librement, ça paraît pas être le cas. Quand on voit les menaces dont elle a été l'objet, donc pour moi, ça a été très révélateur de la réalité
la raison pour laquelle les femmes se voilent dans les banlieues. C'est parce que sinon, on leur tape dessus, quoi. Je pense pas que Zemmour ait voulu que cette femme fasse l'objet d'un tel harcèlement. Cependant, ça prouve quand même qu'il a raison, parce que justement, l'objet de leur petit débat de 5 minutes, c'était que Zemmour lui disait, en fait, vous mettez votre petit voile parce que vous en êtes contrainte de par votre religion. Et elle dit, non, pas du tout, je fais ce que je veux. Je le fais librement. Voilà. Mais on voit très bien que la façon dont ces coreligionnaires ont réagi, c'est qu'elle ne le fait pas si librement que ça. C'est ça. C'est qu'il y a une forme de pression. Alors peut-être qu'elle ne le ressent pas comme tel, et que juste c'est une forme de consentement, d'acceptation. D'ailleurs, comme on disait, c'est un petit voile qui, en plus, c'était un voile blanc avec des motifs, c'était pas un truc noir extrêmement sobre, et comme vous disiez, qui couvrait tout le visage, etc. Donc elle n'était pas au bout de la logique, c'était quand même assez modéré. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y avait d'autres photos d'elle sans son voile. Elle disait d'ailleurs dans l'extrait avec Zemmour qu'elle le mettait que récemment. Mais enfin, effectivement, la pression qu'elle a reçue, j'ai l'impression en tout cas de la majorité de ses coreligionnaires, en tout cas celles qui sont sur le net, montre bien qu'effectivement, elle n'était pas si libre que ça de choisir de le mettre ou de l'enlever. Donc effectivement, ça donnait raison à Zemmour. Il y a d'autres épisodes qui lui ont donné raison aussi. Quand on lui dit oui, il paraît qu'il y a une boucherie française à tel endroit, alors il va voir la boucherie, il demande au boucher si c'est effectivement une boucherie française. Il dit, non, boucherie musulmane. Oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, une boucherie halal, ça va, mais si toutes les boucheries dans un quartier sont halal, c'est quelque chose qui est... ça veut dire aussi quelque part... Ce que je regrette beaucoup, qu'on n'ait pas de charcuterie, parce que quand même, dans le cochon, tout est bon, quoi. Donc c'est les gens qui sont dans le coin et qui ont envie d'avoir du cochon, qui ne sont pas musulmans, où est-ce qu'ils vont? Ils se tapent 4 km à la ronde, ils vont chercher une charcuterie. La liberté, c'est la liberté de choix. À partir du moment où il n'y a que des boucheries halal, le choix disparaît. Et donc on n'est plus libre. Ah oui, on n'est plus dans la même civilisation, parce que je veux dire... je peux pas bouffer du cochon, par exemple. Moi, j'aime bien le cochon. Oui, il y a rien de plus français que de manger du cochon. Mais c'est pas ça. Hier, j'ai invité quelqu'un à déjeuner, ou avant-hier, je me souviens plus très bien, à un restaurant juste à côté d'ici qui s'appelle le Vieux Crapaud, et où j'ai pris, je m'en excuse pour ceux des oreilles de cochon. Eh ben, c'est très bon. J'ai jamais testé. Les oreilles de cochon, c'est très étonnant, mais c'est très très bon. Ah oui, c'était un peu gras, hein, c'était du cochon dans du beurre, quoi. Donc, mais je recommande des oreilles de cochon, c'est quand même un truc. J'en ai pas bu beaucoup jusqu'ici dans ma vie, mais là, Mahomet, il a fait une erreur. Bah écoutez, je testerai un de ces jours alors. Oui, j'ai d'ailleurs une de mes nièces, une de mes petites filles, une de mes brues, enfin la femme de mon fils, le dernier, qui est israélienne, et qui a décrété dans sa grande sagesse il vit à New York, que le bacon, c'était pas du cochon. Ah. Parce que c'est bon. Okay. Bah, elle a raison. Le bacon, c'est pas du cochon. Elle a raison. Et du coup, par rapport à cet épisode médiatique qui, à mon avis... je pense qu'on en reparlera encore dans mais qui ne fait qu'illustrer ce que dit Zemmour. Ah oui, absolument. Chaque séquence lui donnait raison indépendamment, c'était un truc de malade. Et d'ailleurs, Morandini, il est plutôt à gauche, non? Morandini, peut-être qu'il a été à gauche un temps, Parce que pourquoi il avait invité Zemmour alors qu'il savait que ça allait se passer comme ça, non? Parce que d'habitude, les gens des radios officielles ne cherchent pas à montrer que Zemmour a raison, c'est pas leur but premier à l'heure actuelle. Effectivement, surtout sur le service public. Surtout sur le service public en ce moment. Mais il y a quelque part, en ce moment, il y a justement une espèce de guerre qui se met en place du service privé contre le service public. La plupart des chaînes info commencent à en parler parce que vraiment le service public se réfugie de plus en plus à gauche, donc ça exaspère tout le monde. Mais cet épisode... je tiens à signaler que c'est nous qui les payons. Oui, évidemment. Oui. Donc, autant une chaîne privée, s'il y avait une chaîne privée musulmane en France, elle pourrait dire ce qu'elle veut, j'imagine. Mais à partir du moment où c'est le service public, ils sont censés nous apporter les informations et les commentaires, on peut les laisser au vestiaire quand même. Non, c'est pas le cas. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que même la BBC, qui est une très bonne
qui était dans le temps une très bonne institution, est devenu complètement à gauche et délire toute la journée. Donc, un de ces quatre, les Anglais vont supprimer la BBC aussi, quoi. On espère. On espère. Mais du coup, cet épisode m'avait fait faire un parallélisme avec celui de Sarkozy en 2007 quand il va à Argenteuil et qui fait son petit coup du Karcher. Mais déjà ça a été une séquence culte pendant longtemps, mais je me dis, mais là, Zemmour, c'est ça, mais fois 300, quoi. Sauf qu'il n'a jamais sorti le Karcher, faire ça. Oui, ouais. Il nous a parlé de Karcher, et puis... Oui, il en a parlé, oui. c'est resté des paroles verbales, comme on disait. Et d'ailleurs, pour revenir rapidement sur la séquence avec la femme voilée, cette fois-ci, toute la sphère gaucho-centriste, qui d'habitude est très anticomplotiste, etc., s'est mise à penser que tout simplement c'était une manigance, que c'était une sorte d'actrice payée par Bolloré, et que cette séquence n'avait absolument rien de spontané, rien de réel, et que c'était un complot. Donc ça m'a fait beaucoup rire que pour une fois c'était eux qui Ça veut dire que quand on montre la réalité, c'est un horrible complot. Oui, la réalité est un complot. La réalité est un complot. Oui, c'est ce que disait je ne sais plus quel parti communiste en Allemagne de l'Est qui avait dit que le peuple avait beaucoup déçu le parti, qu'il allait falloir changer de peuple, quoi. C'est terrible quand les élites se rendent compte que la réalité n'est pas ce qu'ils disent. Ça me fait penser d'ailleurs. Ils sont un peu hors sol. Il y a une universitaire suédoise qui a fait une étude. En fait, elle a regroupé tous les cas au pénal d'agression sexuelle ou de viol entre 2000 et 2015 en Suède. Et elle est arrivée à une conclusion qui était qu'il y avait quand même beaucoup de migrants dans ces cas-là. Ils étaient largement surreprésentés par rapport à leur part dans la population. Et l'administration de l'université lui a dit que c'était une découverte qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle était tombée dessus par hasard, elle dit « Vraiment, j'ai pas fait exprès, mais je suis tombé sur ce résultat-là. » Son administration lui a dit « C'est une vérité qu'il ne faut pas diffuser. » Vous vous rendez compte quand dans une université, on vous dit que la vérité ne doit pas être diffusée? De quel degré de fausseté d'esprit on est arrivé? Oui, ça va très très loin là. Ça va très très loin, c'est quand même... C'est là où un grand esprit comme Sauvy, dont je vous parlais ici, qui était un économiste remarquable, Alfred Sauvy, que j'aimais beaucoup, il disait « Quand vos travaux vous amènent à une conclusion à laquelle vous ne vous attendez pas, vous devez les publier. » Plus que jamais. Bien sûr, et ça a été le cas de certains sociologues américains d'ailleurs, qui étaient... La plupart des sociologues américains sont de gauche, ont eu un ancrage à gauche antiraciste pendant leurs années d'étudiants au moins. Et ça leur arrive de faire des découvertes très politiquement incorrectes, sauf que cette fois-ci ils sont un peu moins hystériques, ils sont devenus adultes, et donc ils se disent bon, c'est pas le résultat que je voulais obtenir, mais enfin c'est le résultat que j'ai obtenu, donc je vais les publier. Bah, là on lui dit, même des adultes lui disent non, faut pas montrer ça. Il faut pas désespérer Billancourt, disait Sartre. Oui. Voilà. Il valait mieux avoir raison avec Sartre que tort. Il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. C'était l'autre imbécilité. C'est ça. C'est ça qui a mené la France depuis 60 ans à peu près. C'est ça. Ce qu'expliquait Sartre par cette citation, c'est qu'il fallait pas parler du goulag aux ouvriers parce que sinon, en fait, ils allaient se détourner du communisme et c'était pas une bonne chose, quoi. Voilà. Donc, pareil, le goulag était une vérité qu'il ne fallait pas diffuser. Voilà. Sujet suivant, toujours relatif à Zemmour. Heureusement qu'il est là, celui-là. Heureusement qu'il est là. Sinon, qu'est-ce qu'on parlerait? C'est assez fantastique. De Xavier Bertrand? Ouais, ou de Valérie Pécresse, ou je sais pas. Ou de rien. On reparlerait de Covid tous les jours. Vous vous rendez compte, il y a 30 personnes à l'hôpital. Donc Zemmour était à Biarritz il y a 2 jours. Ah oui. Au moment où on enregistre cette vidéo, puisqu'elle sera diffusée un peu plus tard. Et le maire, les Républicains, la fameuse droite... Ne me parlez pas du maire de Biarritz. Qui est donc gestionnaire de la ville de Biarritz, a interdit l'accès du centre-ville à Éric Zemmour. Oui. D'ailleurs, c'est le cas aussi du maire de Vannes,
il n'est pas encore allé à Vannes, mais du coup, sa venue est annulée parce que le maire lui a Je comprends interdit. pourquoi, parce que on a battu Vannes à la dernière minute pour monter en première division à la fin de l'année dernière en rugby. Ouais, Donc ça je doit être comprends à pourquoi cause ils de envoient à la Biarritz, mais je comprends pas pourquoi ils envoient à la Zemmour. Ouais, ça doit être à cause de ça. Mais du coup, ils en veulent à Zemmour et ce sont des maires, les Républicains, qui sont censés être de droite. Donc, alors, est-ce que ce parti est vraiment corrompu idéologiquement jusqu'à la moelle? Écoutez, essayons de réfléchir sur le dernier à l'intérieur du Parti républicain qui a eu une idée. Essayez de remonter dans le temps. Moi, je cherche un gars qui a eu une idée qui aurait été un petit peu... Sarkozy, il n'en avait pas vraiment eu. Il avait des grands coups de gueule et des grands coups de menton. Enfin, il n'y avait pas d'idée. Juppé, c'était nul. Chirac, il n'a rien fait. Il faut que je remonte loin, loin, loin. Balladur avait peut-être eu quelques idées sur la façon dont la France devait être gérée, mais elle était plutôt technocratique. Je crois que les derniers, dans le fond, gaullistes, en fait, soi-disant gaullistes, qui ont eu des idées, ça remonte à Pompidou, non? Sinon, ça a été un désert intellectuel absolument total. Je ne pense pas à un seul type qui m'ait impressionné intellectuellement. J'en ai vu à gauche, qui avait des idées, un peu de courage, etc. Sinon, c'était ce que De Gaulle appelait des fromages blancs, quoi. C'est-à-dire des gens, vous savez, qui, quand la terre tremble un peu, qui font comme ça, mais vous savez que c'est des fromages blancs qui servent à rien, quoi. Donc, ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils aient duré 40 ans. Alors, des grosses pointures intellectuelles, je ne sais pas s'il y en a. Il y a quelques éléments qui sont Oh, il y a eu Pasqua, individuellement intéressants. qui était différent, qui était une vieille crapule, mais qui avait parfois une idée. Mais même si on prend plus récemment, Il y a eu Philippe de Villiers, mais il est pas resté longtemps. voilà, Enfin, ils par étaient pas exemple, royalistes. le jeune philosophe, comment s'appelle-t-il? Ah oui, c'est qui est à Versailles, là. Bellamy. Bellamy. François-Xavier Bellamy, il est intéressant, mais enfin, pareil, il est mis un petit peu sur le côté par le parti. Ouais. Il est assez plébiscité par les jeunes d'ailleurs, mais pas par les cadres. Qui d'autre? David Linard. David Linard a quelques bonnes idées. Enfin, Il a lui, exercé pareil. oui, pareil, mais on peut pas dire que le parti le soutienne à fond. C'est ça. Alors je cherche. Bah, il y avait le gars qui s'est présenté là dans comment il s'appelait, qui avait été ministre de Chirac, de Sarko, là, comment il s'appelait, qui était d'Orange ou de Carpentras, comment il s'appelait, oui. Mais enfin, c'est pas qu'il avait des idées, mais enfin, il avait un peu de caractère. Maintenant, qui est Front National, quoi, qui était passé au Front National, le ministre des Transports, je crois, il était. Mais enfin, bref, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu un ou deux qui ont eu fait preuve d'un tout petit peu de caractère, mais une idée qui viendrait et connaissant un peu Madame la maire de Biarritz, c'est pas les idées qui la fatiguent. Hein. Bah justement, par rapport à ça, un autre personnage du parti Les Républicains, Renaud Muselier, a déclaré qu'il quitterait Les Républicains sans hésiter si Éric Ciotti remportait le Congrès. Il l'a qualifié de plusieurs adjectifs. Muselier, c'est celui qui fait toutes les alliances crasseuses dans le Midi, non? C'est ça. C'est le gars qui va s'allier jusqu'avec Mélenchon pour éviter que le Front National n'arrive. Oui, bon vent, hein. Le plus tôt il s'en ira, le mieux ça vaut. Ça a toujours été un traître, quoi. Mais alors moi, ce que je note, c'est qu'il y a une plus grande divergence idéologique au sein de ce petit camp qui représente au grand maximum 15% de l'électorat que dans le camp de la droite dite nationale qui va de Dupont-Aignan à Zemmour en passant par Marine Le Pen et qui lui représente environ 35% de l'électorat. Alors est-ce que ça préfigure pas une redéfinition de la droite qu'on va voir le plus tôt sera le mieux. Je suis d'accord avec vous. Le plus tôt sera le mieux, ça fait à peu près depuis la même époque, depuis la montée de Chirac, dans ce qui était l'RPR à l'époque, on a confondu la droite et le centre. C'est-à-dire les chrétiens démocrates, et puis des types qui avaient quelque chose à dire, qui étaient souvent les gaullistes. Et les chrétiens démocrates ont bouffé les gaullistes au petit déjeuner, parce que on ne tient pas longtemps si on a des principes à côté de gens comme ça. Donc les gens sans principe ont gagné
Maintenant, le seul principe, c'est qu'ils avaient des valeurs de la République. Mais comment c'est parce que c'est que les valeurs de la République, et que donc ils étaient contre ceux qui les avaient pas. Mais c'est eux qui désignaient ceux qui les avaient pas. Et en fait, c'était la gauche qui leur disait, pour ces gars-là, vous n'avez pas le droit de voter pour eux. Donc, ce sont des gars qui suivent les valeurs de gauche, en prétendant être de droite, mais qui rejoignent la gauche et qui nous foutent la paix, qu'ils aillent voter pour Madame Hidalgo, le plus tôt sera le mieux. Ou pour les écolos, si ça les amuse. Moi, ça ne me gêne pas, mais que M. Muselier, enfin, sorte à visage découvert. Oui. Jusque-là, il avait toujours une burqa, vous savez. C'est la taquilla de la droite. C'est la taquilla de la droite, exactement. Mais oui, à mon avis, son avenir... Le plus tôt sera le mieux, mais qui s'en aille, bon débarras, allez. Son avenir le plus cohérent, je pense, c'est devenir un ministre de Macron, ou peut-être futur Premier ministre d'Édouard Philippe en 2027. Voilà, en 2027, mais encore, mais j'espère que d'ici là, il aura disparu, parce que il y a des gens qui ne disparaîtront jamais assez tôt. J'espère que nous, on sera là en 2027 et que lui on continuera encore jusqu'en 2032. Absolument. Et même ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, non. Et enfin, dernière actualité, c'est une étude de la Fondation pour l'innovation politique qui a fait une grosse étude d'opinion qui est arrivée à cette conclusion. La France est probablement... la France il y a le DAF qui nous a rejoint. Il était impatient de nous revoir. Donc la conclusion, c'était que la France était probablement plus à droite que jamais, en tout cas depuis très longtemps. Est-ce que vous partagez ce constat aussi ? Alors là, j'ai un gros problème, parce que j'aimerais savoir comment définir la droite et la gauche. Hein. Parce que pour moi, par exemple, la gauche, c'était l'égalité de tous devant la loi. Enfin, bon, très bien. Mais à partir du moment où vous soutenez, je sais pas, des musulmans qui disent que les femmes et les hommes, c'est pas pareil, qu'un homme peut avoir 4 femmes et qu'une femme peut pas avoir 4 hommes, par exemple, c'est pas bien, quoi. C'est pas sympa pour les femmes, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas vraiment d'égalité des hommes et des femmes dans le Coran, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je me dis, mais comment des gens de gauche peuvent-ils... Si supporter la gauche, c'est être pour les musulmans, je peux pas être de gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Si supporter la droite, c'est être pour quelqu'un comme M. Muselier, je ne peux pas être de droite non plus. Je crois que ce sondage est en train de nous dire, c'est qu'il y a une énorme majorité de Français qui ne supportent plus les politiciens qu'on a eu depuis 40 ans. Et ils se définissent comme de droite, parce que dans le fond, ils ont tous été gauche compatibles, quoi. Tous ceux qui ont été au pouvoir depuis 40 ans, tous étaient gauche compatibles. Donc je crois que ce que ces gars-là essayent de dire à mots couverts, c'est qu'il y a une détestation de la classe politique en France qui doit être absolument inimaginable. Bien sûr. Parce que Et comme la droite politique, comme ces gens qu'on a eu dans la politique depuis 40 ans ont une caractéristique commune, c'est qu'ils disent tous du mal de la droite, ça veut dire que les Français se disent, vous savez, quand j'étais jeune, j'ai dû vous le raconter déjà, mais j'avais un de mes amis qui était roumain. Au moment où le communiste est réuni en Roumanie, où M. Marchais allait passer ses vacances d'été en Roumanie, parce qu'il était bien traité. Et donc, ce gars-là m'a dit un jour, vous avez un gars bien en France, c'est le général Salan. Alors, je lui ai dit, c'est intéressant comme idée, mais pourquoi le général Salan? Vous savez, c'est celui qui est le patron de l'OAS, ancien chef de l'armée française, le putsch des généraux, enfin, ça vous dit rien, mais c'était toutes les années. Et il m'a dit, parce que la radio roumaine n'arrête pas d'en dire du mal. Donc, à partir du... Moi, je crois que on est arrivé à un système de pensée où les gens se disent, dans le fond, si M. Muselier dit du mal de la droite ou de Zemmour, c'est qu'il doit être bien, ce gars-là. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire on est vraiment dans la preuve par l'absurde. On est arrivé à un tel niveau de discrédit de la classe politique qui est maintenant, aussi curieux que ça paraisse, rattaché à des idées de gauche. Être pour la classe politique, c'est être de gauche. Et donc, tous les gens disent, mais je préférerais crever que de défendre ça. Je crois que c'est ce qui se passe. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on voit là avec les sondages récents. Alors, Zemmour stagne un petit peu là à 17%, mais enfin, il est quand même donné au second tour dans la majorité des sondages qui sortent aujourd'hui, devant Marine Le Pen et le candidat LR, quel qu'il soit. Et malgré l'épisode dont on avait parlé la semaine dernière, où il prend ce fusil de précision et il blague en visant les gauchistes, en visant les journalistes gauchistes, malgré ça, il n'a pas perdu un seul point dans les sondages.
alors que tout le monde en a dit du mal. Donc c'est que finalement, effectivement, la portée médiatique, la portée du discrédit médiatique aucun pouvoir d'entraînement. C'est ça. Si vous avez Ruquier qui dit du mal de quelqu'un, j'imagine que tout le monde se précipite pour essayer de savoir qui est cette personne. Si vous voulez, moi, on a dit du mal dans Libération, et j'ai eu plein de gens qui ont été chercher qui j'étais, moi, qui ont dit dire il est pas mal ce gars-là. Ouais, absolument. Absolument, c'est comme ce qu'on disait encore une fois sur les 67% des Français qui craignaient, alors apparemment il faut pas dire l'expression sur YouTube, mais le changement démographique progressif, on va comprendre. Vers un peu plus de couleurs. Vers un petit peu plus voilà, de couleurs, d'arc-en-ciélisation de la France. J'ai bien compris. Oui. 67%, malgré le fait que tous les médias voulaient cacher ce fait. Et surtout, il y avait personne qui en parlait moins que les médias. Je sais qu'on n'avait pas le droit d'en parler, mais ce qui était extraordinaire, c'est que les médias eux-mêmes maintenaient l'omerta, quoi. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Donc je crois qu'il y a plusieurs éléments qui vont par terre. Ça veut dire deux choses, que les médias sont haïs et que les politiques sont haïs. Bah effectivement, en fait, on est... Comme les politiques... Ce qui est marrant, c'est que du coup, on va élire sans doute un gars, Zemmour, enfin ce que j'espère en tout cas, qui soit des médias et politiques. Oui. Enfin vraiment, il n'y a pas plus politisé que lui, quoi. Mais dans un sens complètement différent de ceux que les autres prêchent depuis longtemps, quoi. Oui. En fait, allez, notre brave Zemmour, c'est le Martin Luther King de notre époque, quoi. C'est Martin Luther, je veux dire par là, c'est le gars qui crie dans le désert et d'un seul coup tout le monde se dit il a raison ce gars-là. Donc c'est Martin Luther, c'est-à-dire il y a une église et puis un hérétique qui sort de l'église et tout le monde se met à le suivre, quoi. Je crois que c'est dans le fond Zemmour, c'est dans le fond le protestant de notre époque, celui qui gueule contre l'église dominante, qui est corrompu, qui est dégueulasse. Peut-être que dans 50 ans, on s'appellera les réformistes des médias. Ça pourrait être rigolo. C'est rigolo, cette idée de Zemmour comme... il va falloir que je la développe un petit peu. Cette idée de Zemmour comme type qui sort de l'église dominante et qui essaye de la réformer, C'est intéressant. Mais effectivement, il récupère un petit peu les pots cassés, c'est ce qu'on dit toujours ici, c'est que les politiques depuis 40-50 ans refusent de prendre des décisions. Du coup, on continue de s'enliser dans toujours le même truc, on va pas prendre de décision parce que c'est trop polémique et que justement, comme on a trop attendu pour prendre des décisions, maintenant il faut pas en prendre parce que si on en prend une, c'est la guerre civile. Il faut plus bouger. Du coup, il faut plus bouger en attendant qu'il y ait quand même la guerre civile, mais on va dire non mais c'est mieux qu'elle soit là après-demain plutôt que demain. Et alors que peut-être qu'en fin de compte, si on prenait une décision, ça empêcherait la guerre civile. Oui, vous savez, ça me rappelle quelque chose, et on terminera, j'imagine, là-dessus, sauf si vous avez d'autres questions, mais j'ai lu un certain nombre de livres dans ma vie qui ont eu beaucoup d'influence sur moi. Il y en avait un qui s'appelait Study of History par un écrivain anglais qui s'appelait Arnold Toynbee. Vous savez, ça a été traduit en français en l'histoire. D'ailleurs, il fait partie des grands livres dans l'Institut de liberté que chacun convenable devrait avoir lu dans sa vie. Et cet homme, Toynbee, disait, dans le fond, le rôle des élites dans une société, c'est de répondre aux défis de cette société. Si on y répond convenablement, la société progresse, et puis on passe à un autre défi, et puis ainsi de suite. Mais si la société refuse de traiter le défi en question, ce qui se passe, c'est qu'il reste là, mais il réapparaîtra ailleurs, sous une forme différente. Et puis si la société refuse de le traiter, il réapparaîtra une troisième fois ou une quatrième fois ailleurs et sous une forme différente. Et à un moment ou à un autre, le refus de traiter ce défi amènera soit à la fin du régime politique, hypothèse la plus basse, soit à la fin de la nation, soit à la fin de la civilisation, si vous voulez. Quand les Espagnols sont arrivés chez les Incas, ils n'ont pas su comment faire. Quoi. Ce que je veux dire, ça a été la fin de la civilisation. Ils ont vu que ça a été complètement changé. Donc aujourd'hui, la France est devant un choix assez simple, soit un changement de régime politique, c'est Zemmour, mettons, ou De Gaulle en 58, quand la 4e République n'a pas traité le problème de la décolonisation, soit un changement, la nation disparaît, si on ne traite pas le problème, soit c'est la fin de notre civilisation occidentale, enfin européenne, qui a été la civilisation dominante. C'est les trois. C'est les trois trucs qui sont devant nous aujourd'hui. Et justement, c'est pour ça que Zemmour parle tout le temps de la question de civilisation qui dépasse encore la question initiale. Et en parlant de la civilisation, il parle de la civilisation européenne. C'est-à-dire quand on lui dit qu'il n'est pas un bon européen, ça veut dire qu'il n'aime pas Bruxelles,
mais qu'il aime la civilisation européenne. Et en ça, je me reconnais parfaitement. J'adore l'Europe et je déteste Bruxelles. Oui, et d'ailleurs Bruxelles déteste l'Europe en fait. Elle refuse de dire qu'elle a des racines chrétiennes, pour commencer. Ça, bah, elle refuse de dire qu'elle a des racines qui datent d'avant 1950, quoi. Voilà, ou 1789 selon les choix. Donc grosso modo, oui, on arrive à un moment intéressant parce que je crois que le défi qui sont présentés à la France et à l'Europe depuis bientôt 30 ans, auquel personne n'a voulu répondre, et ben maintenant il arrive au moment critique où il va falloir répondre, il n'y a que 3 issues possibles. Absolument. C'est pour ça que on exhorte ici tous ceux qui nous regardent à choisir. Et à bien réfléchir. Et à bien réfléchir et à faire un choix à la fin. Parce que là, je crois que c'est vraiment pas le moment de se défiler et de rester chez soi le dimanche. Si les élites ne sont pas capables de prendre des décisions, il faut changer les élites. On va se terminer. À chaque fois, on termine sur une note géniale. Hein. À chaque fois, on a un message de fin qui est vraiment fantastique. Oui, c'est dans le fond le grand coup de pied dans le derrière, on n'en dira jamais c'est bien, quoi. Qui est le privilège de la démocratie. C'est ça. Bon, et ben, on termine avec cette émission. Comme d'habitude, je vous exhorte non seulement à faire un choix un certain dimanche d'avril, d'ailleurs 2 dimanches d'avril, mais surtout là un choix immédiat de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, de s'abonner à la chaîne, etc., etc. Et je vous dis à la semaine prochaine avec Charles Gave. Merci beaucoup.